Alors, comment êtes-vous arrivé à l'hypnose vous-même? Alors c'est plutôt l'hypnose qui est arrivée à moi. Je travaillais dans plus d'une vingtaine d'années maintenant dans un service de soins palliatifs, un des premiers services de soins palliatifs qui avait été créé à l'Assistance publique à Paris. Et dans ce service a été recruté, travaillait un médecin qui développait l'hypnose depuis bien longtemps, le docteur Jean Becchio. Et de constater les bénéfices que l'hypnose pouvait apporter aux patients sur des symptômes comme la douleur ou l'anxiété dans un contexte très extrême comme celui de la fin de vie, ça m'a interpellé parce que tout ce qui marche, a priori, ça intéresse les docteurs. Et donc de fil en aiguille, on a constaté que cette amélioration des symptômes chez les patients existait aussi chez les familles. Et même il y avait un mieux-être au travail pour les professionnels de santé eux-mêmes, et que donc il y avait un bénéfice pour tout le monde, je dirais, à mieux utiliser cette technique, se former, et je me suis formé, et depuis, voilà, je l'ai développé. Quand vous parlez du mieux-être chez les professionnels de santé, est-ce que vous pensez qu'il y a une frustration au bout d'un moment de ne pas pouvoir apporter de solutions suffisantes? Je pense que, la frustration, je ne sais pas. En revanche, le fait de travailler dans un milieu où, de façon presque quotidienne, les soignants sont exposés à de la souffrance, fait qu'il y a un phénomène d'épuisement qui peut avoir lieu, d'épuisement psychique. Et on connaît ça dans d'autres domaines aussi, lorsque le travail est très exposé à des situations émotionnellement fortes. Et l'outil hypnotique permet de travailler un petit peu différemment cette surexposition émotionnelle pour pouvoir la transformer en quelque chose de différent et rester du coup dans une disponibilité au travail auprès des patients et des familles qui permet un meilleur soin, tout simplement. Parlez-moi un petit peu de votre formation depuis le début de votre apprentissage de l'hypnose. Comment vous avez évolué vous-même? Ma formation, elle a donc été d'abord sur le tas, j'allais dire, à observer comment travaillaient mes collègues, à essayer de m'approprier certaines des techniques, à commencer sur leur encouragement, leur conseil de le pratiquer moi-même. J'ai éprouvé le besoin d'avoir un complément, bien sûr, de formation plus théorique. Donc je me suis formé ensuite, aujourd'hui en France, il existe des diplômes universitaires de soins palliatifs que j'ai, je me suis rassis sur les bancs de l'école pour apprendre ça, et puis des formations complémentaires. Et puis aujourd'hui, où je suis à mon tour enseignant, vous savez que l'enseignement est peut-être la meilleure façon, le fait d'enseigner est peut-être la meilleure façon d'apprendre qui existe. Où est-ce que vous enseignez justement et dans quel cadre en ce moment? Alors, moi, avec le docteur Becchio, je suis co-responsable du diplôme universitaire d'hypnose médicale à l'université Paris 11, à Bicêtre. Et j'enseigne dans ce collège international des thérapies d'activation de la conscience, une des évolutions modernes de l'hypnose avec les données des neurosciences, et ici à Biarritz, en compagnie d'Hypnosium. Alors, nous allons parler des soins palliatifs. Je voudrais une définition de soins palliatifs, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt. Oui. Alors, les soins palliatifs, c'est cette partie de la médecine qui s'intéresse à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui sont atteintes de maladies graves. On a souvent une vision des soins palliatifs qui est une vision un peu fin de vie. Bien sûr, ça fait partie des soins palliatifs, juste, ça serait un peu dommage d'attendre les derniers jours pour songer à soulager quelqu'un d'une douleur, d'une anxiété ou que sais-je. Donc, on sait qu'à partir du moment où il y a un diagnostic de maladie grave, il y a un certain nombre de traitements, on parle maintenant de maladies chroniques, on va vivre pendant, heureusement, grâce au progrès de la médecine, pendant des mois, des années, avec une bonne qualité de vie. Et il s'agit, à chaque fois que c'est possible, d'améliorer cette qualité de vie, en même temps que les progrès de la médecine font qu'on vit plus longtemps. Donc, en clair, les soins palliatifs, c'est juste cette médecine globale qui permet, à chaque fois que c'est possible, d'augmenter l'espérance de vie, et dans tous les cas, d'augmenter la qualité de vie. Et ça, c'est possible grâce à un certain nombre d'interventions techniques, médicales, médicamenteuses, infirmières, de psychologues, de kinésithérapeutes. Et l'outil hypnotique là-dedans
prend tout son sens parce que c'est un outil qui favorise un changement. Lorsqu'on est dans une situation de maladie grave, on est empêché. On est empêché dans ses mouvements par une douleur ou par un handicap. On est empêché de sortir par une panique, la peur de se retrouver à l'extérieur, tout ça. Et en complément d'autres approches ou de médicaments, l'hypnose vient apporter cette capacité que nous avons tous, ces ressources, pour retrouver de l'énergie, retrouver de la motivation, retrouver de l'élan, transformer quelque chose qui était bloqué en un mouvement. On retrouve le mouvement, qu'il soit psychique ou qu'il soit physique. Concrètement, comment l'hypnose entre en scène? À quel moment et comment, de façon pratique? À chaque fois qu'il y a un inconfort manifesté par le patient et sur lequel on pense que l'hypnose va pouvoir être efficace, avec une dimension très particulière de l'hypnose par rapport aux autres interventions, c'est que l'hypnose repose sur l'autonomisation du patient. C'est le patient qui devient acteur. On lui montre des outils, on lui apprend des outils qui lui permettent d'être acteur de ce changement, de ce mouvement qui redémarre. J'étais bloqué par ma douleur, j'apprends des techniques d'hypnose et je vais mieux, je retrouve le mouvement. On apprend au patient à se soigner lui-même, après à ne pas revenir tout le temps vers le praticien. Oui, tout à fait. C'est l'un des grands avantages de cette technique, c'est donc l'apprentissage de l'auto-hypnose. À partir du moment où je découvre que je peux agir sur mon bien-être, je peux favoriser mon bien-être, je me sens plus autonome. Et le simple fait de me sentir plus autonome, eh bien, fait que déjà je vais mieux. Est-ce que c'est une solution pour le patient qui reste reclus, qui est reclus dans sa douleur, dans sa solitude par rapport à la maladie? Je pense que la maladie, comme vous le dites, la douleur, à plus forte raison, comporte ce risque d'isolement à tous les sens du terme. Et bien sûr qu'il s'agit d'utiliser toutes les techniques qui vont permettre de retrouver du mouvement, c'est-à-dire au sens physique de pouvoir se déplacer, au sens social de continuer à développer des relations. L'hypnose, là-dedans, est un outil très, très, très efficace. Quel est le rôle de la famille dans ce processus? Ce qui est très surprenant, lorsque, en tout cas, nous pratiquions l'hypnose à l'hôpital, très souvent les familles assistaient à la séance d'hypnose, à l'apprentissage de cette technique que les médecins faisaient auprès du patient, et la famille était là et observait. Et en observant, eux-mêmes découvraient que finalement, ils avaient tout à fait la capacité aussi d'activer ce processus. On parle maintenant de processus hypnotique, et du coup étaient demandeuses de compléments. Est-ce que je pourrais le faire? Comment je pourrais le faire? Est-ce que je pourrais aider mon proche même à le faire? Et on crée comme ça une espèce de désir collectif de s'approprier une technique pour le développer, la personnaliser et la rendre plus efficace. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'hôpital, vous êtes en cabinet. Expliquez-nous votre façon de travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, ma façon de travailler, elle est similaire à celle que je pouvais avoir à l'hôpital. Un patient vient me voir, il a une demande par rapport à quelque chose qui est inconfortable dans sa vie, et on cherche ensemble les moyens qui vont être les plus efficaces pour améliorer son confort. S'il y a la place pour des médicaments, il aura des médicaments. S'il y a besoin d'examens complémentaires, on fera les examens complémentaires différents. Et dans tous les cas, l'utilisation de l'hypnose va pouvoir apporter un soulagement. Est-ce que ce soulagement est à la mesure de ce qu'en attend le patient ou pas? Ça, c'est seulement à l'expérience qu'on va le savoir. Ce que l'on sait, c'est que au plus les patients vont pratiquer les exercices d'auto-hypnose, un peu comme on le ferait dans une rééducation avec le kinésithérapeute qui donne des exercices à faire à la maison, au plus les patients pratiquent ces exercices d'auto-hypnose, au mieux ils remettent en route, en marche, cette mobilité vers un meilleur confort. Est-ce que vous intervenez à domicile? Oui. Et un certain nombre de patients ne sont plus en capacité de se déplacer en consultation, notamment. Et à ce moment-là, il est important d'aller à leur domicile pour leur apporter cet apprentissage, l'apprentissage de cette technique. Oui. Dernière question, une séance traditionnelle en cabinet dure combien de temps? Je pense que la question de la durée est presque une fausse question parce que
la bonne durée d'une séance, c'est celle qui va permettre au patient d'acquérir la technique pour la faire à sa façon, hein, ce que j'appelle l'appropriation. On peut, au bout de combien de temps on apprend à faire du vélo? Moi je ne sais pas, on peut prendre des cours très théoriques, au bout d'un moment il faut monter sur le vélo, et c'est seulement là qu'au bout d'un moment, à force de travail et de conseils, et d'encouragement d'ailleurs, hein, c'est le rôle de l'enseignant à ce moment-là, eh bien on trouve de façon presque physique l'équilibre. Et quand je sais que je tiens en équilibre sur mon vélo, eh bien, enfin, je peux me consacrer à la direction ou à la vitesse dans laquelle je souhaite, aller. Et c'est là tout le travail thérapeutique. Donc, certains patients vont apprendre à faire du vélo extrêmement rapidement, en une séance parfois. D'autres vont avoir besoin de conseils pendant quelques séances complémentaires. C'est dans un arrangement et dans une évaluation entre le patient et le thérapeute à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de bonne moyenne. Il y a les moyennes qui conviennent.